Abordons aujourd'hui les outils d'analyse stratégique. Ils aident à la décision marketing. Aujourd'hui à l'agenda, nous allons parler de la planification stratégique et de l'allocation optimale des ressources, des outils tels que la matrice BCG, le modèle McKinsey General Electric, la matrice de Porter, la matrice Arthur D. Little, la matrice d'Ansoff, la matrice SWOT et comment tester sa stratégie. La planification stratégique va chercher à augmenter les performances en termes de vente, de part de marché, de chiffre d'affaires. Pour atteindre cette augmentation de performance, trois questions vont se poser. Quelle est l'allocation optimale des ressources disponibles qui lui permettront d'atteindre la performance la plus élevée en termes de finances, en termes de moyens, en termes de ressources humaines? Quelle activité l'entreprise doit-elle planifier? De nouvelles activités doivent-elles être programmées? Faut-il abandonner des productions actuelles? Quelles sont les forces et les faiblesses dont l'entreprise doit tenir compte? Pour répondre à ces questions, l'entreprise peut utiliser différents outils stratégiques. Le principe est le suivant, chaque outil stratégique poursuit des objectifs particuliers. Ça peut être adapter la gamme de produits, adopter une stratégie en fonction du développement de marché et de sa position stratégique. Ça peut être analyser la position concurrentielle. Ça peut être planifier les activités d'accroissement du chiffre d'affaires. C'est analyser les forces et les faiblesses internes et externes à l'entreprise. C'est créer de nouveaux espaces stratégiques. Quoi qu'il en soit, différents outils sont mis à disposition. Ainsi, pour adapter la gamme de produits, on utilisera la matrice BCG du Boston Consulting Group ou le modèle McKinsey General Electric. Pour adopter une stratégie en fonction du développement du marché et de sa position stratégique, on peut utiliser la matrice de Porter ou les 5 forces de Porter. Pour analyser la position concurrentielle, la matrice AD Little. Pour planifier les activités, croître et se diversifier, ce sera la matrice d'Ansoff. Pour analyser les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'environnement, la matrice SWOT. Et enfin, pour créer de nouveaux espaces stratégiques, la stratégie Océan Bleu. Commençons par la matrice BCG. Comme on le voit sur l'image, la matrice BCG se compose de 4 cadrans. L'objectif, c'est de positionner les produits de l'entreprise en fonction de leur situation sur le marché et sur l'évolution de celui-ci. Cette utilisation stratégique va permettre de savoir s'il faut développer un produit, s'il faut conserver le produit, s'il faut exploiter le produit, s'il faut abandonner le produit et éviter ainsi des décisions stratégiques erronées. Développée par le Boston Consulting Group, la matrice BCG permet de positionner les produits de l'entreprise en fonction de leur positionnement dans le marché et de l'évolution de celui-ci. Le cadran 1, en haut à droite, va localiser les produits dilemmes. Ce sont des produits qui ont une part de marché relativement faible, mais qui se situent dans un marché en forte croissance. En présence de dilemme, l'entreprise doit décider d'investir ou non en vue de renforcer sa part de marché. La tâche du marketing sera de développer le produit. L'entreprise, si elle désire les développer, devrait y consacrer des moyens financiers importants, de manière à augmenter leur part de marché et les transformer en stars. C'est ainsi que ces produits stars, on va le trouver dans le deuxième cadran, en haut à gauche. Appelé star ou produit vedette, il se caractérise par une part de marché relative élevée et une croissance importante. La pénétration est forte sur un marché à forte croissance. Les vedettes vont assurer l'expansion et la réputation de l'entreprise, mais exigent de grands besoins financiers. La tâche du marketing sera d'assurer le maintien de la part de marché. L'entreprise doit y consacrer les moyens financiers suffisants de manière à garantir la poursuite de la croissance.
À terme, cette croissance va ralentir et ces produits deviendront des vaches à lait qui vont se retrouver dans le cadran numéro 3. En bas, à gauche, les vaches à lait sont des produits qui ont une part de marché relative importante, mais dont le taux de croissance est faible. En phase de maturité, ils produisent une forte rentabilité et ne demandent plus de gros investissements. Ces produits génèrent des ressources financières importantes qui permettent à l'entreprise d'investir dans d'autres produits, notamment les produits dilemme ou les stars. La tâche du marketing sera d'entretenir une part de marché et la demande globale. Enfin, nous avons en rouge dans le cadran 4 les pois morts. Ce sont des produits qui ne connaissent ni croissance, ni part de marché relative importante. Ils ne contribuent pas à la croissance de l'entreprise. La tâche du marketing sera de désinvestir et de s'en dégager. Ainsi, l'axe horizontal, ce sera la part de marché relative. Attention, c'est une échelle inversée, du plus faible au plus élevé, et c'est une échelle logarithmique. Et en axe vertical, ce sera le taux de croissance du marché. Pour comprendre une application de la matrice BCG, prenons le cas d'une entreprise qui propose un certain nombre de produits, en fait 5 gammes de produits. Des fruits rouges, des desserts à base de fruits rouges, des arômes de fruits rouges, des yaourts aux fruits rouges, des glaces aux fruits rouges et une restauration collective. Pour chaque gamme de la marque, on a calculé un chiffre d'affaires qui se trouve en seconde colonne, en milliers d'euros. On a calculé le chiffre d'affaires du principal concurrent et ensuite la croissance hors inflation. On va déterminer la part de marché relative. La part de marché relative, c'est les ventes réalisées par le produit X de la marque Y sur le marché Z, par rapport aux ventes réalisées par le produit leader ou le challenger sur le même marché. Regardons à présent les résultats. Les résultats de notre tableau et de notre analyse sont directement visibles sur le schéma suivant. Ce schéma est composé, comme tout schéma BCG, d'un axe horizontal, d'un axe vertical. Axe horizontal, c'est une échelle logarithmique inversée de la part de marché relative. Si cette part de marché vaut 1, ça signifie que la part de marché du produit de l'entreprise est équivalente à celle de son principal concurrent. Si elle est plus élevée, la part de marché de l'entreprise est plus élevée. Si elle est inférieure, la part de marché de l'entreprise est inférieure. Sur l'axe vertical, nous avons la croissance du marché. Nous allons tout de suite identifier en haut, à gauche, les produits stars. Ce sont des produits à forte croissance pour lesquels la part de marché de l'entreprise est élevée. Et ensuite, un peu plus bas, les produits vaches à lait. Ce sont des marchés à croissance beaucoup plus lente, mais évidemment, ils constituent une grosse partie du chiffre d'affaires. Assez logiquement, ce sont eux qui génèrent les moyens pour investir dans les produits stars et les produits dilemmes. À noter que 3 produits sont considérés comme dilemmes: la restauration collective, les desserts préparés, les yaourts. Pourquoi? Ce sont des marchés à forte croissance, mais la part de marché de l'entreprise, la part de marché relative, est relativement faible et toujours inférieure à celle de son principal concurrent. Enfin, dans un marché à croissance nulle, puisqu'on est à une croissance inférieure à 0%, on retrouve les pois morts, ou d'ailleurs les pois morts, dont les arômes, ou d'ailleurs la part de marché relative est très faible, elle est de 0,5. Dans ce cas-là, on pourrait conseiller d'abandonner les arômes, de continuer à investir dans la restauration collective qui risque de devenir très rapidement un produit star, de s'interroger sur les desserts préparés, les yaourts, et de continuer à investir dans la glace. D'où l'intérêt d'utiliser la matrice BCG. Une autre matrice très intéressante est le modèle McKinsey General Electric. Ce modèle
fonctionne sur base du principe suivant. On va chercher à positionner les produits de l'entreprise en fonction de leur position concurrentielle et de l'attrait du marché. Comment va-t-on déterminer cette position concurrentielle? On va la calculer sur base d'un ensemble de critères d'évaluation, à savoir la part de marché, la croissance de la part de marché, la qualité du produit, la réputation de la marque, le réseau de distribution, l'efficacité promotionnelle, la capacité de production, la productivité, les coûts unitaires, les matières premières, la recherche, le développement et le management. On va aussi calculer l'attrait du marché, qui se mesure sur une série d'autres critères comme la taille du marché global, le taux de croissance annuel, la marge bénéficiaire passée, l'intensité de la concurrence, le savoir-faire technologique, la sensibilité à l'inflation, les besoins en énergie, l'impact sur l'environnement et l'environnement politico-socio-légal. Dans les deux cas, les critères retenus sont pondérés suivant leur importance au poids de l'ensemble de l'évaluation. Comment sont-ils calculés? Le décideur marketing évalue la position concurrentielle sur base d'un ensemble de critères choisis, un score de 1 à 5. 1 constitue le score le plus faible, 5 le plus élevé. Nous allons assez naturellement trouver ici un axe horizontal. Attention, échelle inversée, on part de la droite vers la gauche, avec la position concurrentielle. Plus on va vers la gauche, plus celle-ci est importante. Et l'attrait du marché qui commence le plus faible vers le bas et le plus élevé vers le haut. Alors, que fait-on de cette matrice? On va définir, grâce à cette matrice, les actions stratégiques à développer en fonction du diagnostic posé. Et surtout, l'objectif est d'éviter des décisions stratégiques erronées. Prenons un exemple en regardant les résultats présents sur la matrice McKinsey. Nous avons agrandi la matrice précédente pour regarder les différents cadrans. Alors, nous avons 9 cadrans qui sont chaque fois séparés en fonction de la valeur tant de l'attrait du marché que de la position concurrentielle. Cette valeur se répartit en 3 catégories. 1, c'est le plus bas, 2,33, 3,67, 5. On voit tout de suite qu'on a 3 grandes zones. La zone 1, 2 et 4, la zone 3, 5 et 7 et la zone 6, 8 et 9. Chacune des zones a une signification différente et va influencer la stratégie à adopter. Regardons maintenant les différentes zones. Si on regarde cette zone, 1, 2, 4, a priori, on va investir. Dans la 3, 5, 7, c'est plus délicat. Va-t-on vers un statu quo? Peut-être. Et la 6, 8, 9, l'idée est de dire, un produit dans cette zone-là, il vaudrait mieux exploiter, abandonner. C'est la raison pour laquelle, généralement, on va essayer d'éviter qu'il y ait des produits dans ces zones 6, 8, 9. Dans ce cas-ci, l'entreprise a éliminé les produits 6, 8, 9 dans les cadrans 6, 8 et 9. Alors, dans le cadran 1, on est dans un cadran à double force. D'une part, la position concurrentielle est très importante. Deuxièmement, l'attrait du marché est important. Donc l'idée, on va investir pour croître au taux maximum acceptable. On va concentrer l'effort pour maintenir sa position. Le marché est porteur et l'entreprise est porteuse à une position concurrentielle forte dans ce marché. Dans le cadran 2, on est toujours dans une position concurrentielle élevée. Par contre, l'attrait du marché est un peu plus faible. On va donc y investir sélectivement. On va investir dans les meilleurs segments, on va accroître la compétence distinctive et la productivité. Dans le 3, on est déjà dans une situation plus délicate. Pourquoi? La position concurrentielle est importante, mais l'attrait du marché est relativement modeste. On va protéger et se reconcentrer. On va chercher la rentabilité immédiate. On va défendre ses forces sur les meilleurs segments. Ensuite, dans le cadran 4, position déjà moyenne au niveau concurrentiel, mais toujours un attrait du marché fort, on va investir pour croître.
L'idée, on va attaquer le leader, on va investir sur ses forces et renforcer ses points faibles. Cadran 5, on est vraiment au milieu. Attrait de marché moyen, position concurrentielle moyenne. On va maintenir les plans d'action existants, se concentrer sur les segments rentables à faible risque. Cadran 6, c'est déjà beaucoup plus problématique. La position concurrentielle est moyenne, mais l'attrait du marché est relativement faible. On va protéger sa position dans les meilleurs segments, améliorer les produits, mais réduire l'investissement. En 7, par contre, on a un attrait du marché important, mais on a une position concurrentielle faible. On va se spécialiser sur ses forces, on va chercher à éliminer ses faiblesses et on va éventuellement se retirer si la croissance n'est pas durable. Pour le cadran 8, on est de nouveau dans une position concurrentielle faible et un attrait du marché moyen. L'expansion sera limitée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit légèrement étendre l'activité, soit réduire. On va rechercher des voies d'expansion à faible risque. Si ce n'est pas réalisable, on va réduire les investissements et rationaliser. Et enfin, dans le dernier cadran, on va vendre au moment le plus opportun, réduire les coûts fixes et désinvestir. La matrice de Porter, elle, va s'intéresser à une autre approche. Elle va analyser l'évolution du marché et du secteur de l'entreprise. L'idée, c'est de prendre en compte les caractéristiques structurelles du marché en développant des stratégies spécifiques. L'idée, bien sûr, c'est d'adopter une stratégie en fonction de la phase de développement du marché. On va donc y retrouver tout naturellement l'évolution du marché, phase de croissance, maturité, déclin et une position stratégique moyenne ou élevée. Imaginons que l'on soit en phase de croissance, on a une position stratégique élevée, on va poursuivre son développement. Phase de maturité, on va plutôt compresser les dépenses, dresser des obstacles aux concurrents pour les décourager. En phase de déclin, on va redéfinir le champ d'action, on va encourager le départ des acheteurs et abandonner les demandes connexes. Quand la position stratégique est au niveau moyen, dans ce cas-là, on adoptera une autre stratégie. Les 5 forces de Porter vont permettre d'analyser les forces concurrentielles présentes dans un secteur. Pour ce faire, on va regarder la rivalité existante entre les concurrents du secteur, les nouveaux entrants, les produits de substitution, les clients et les fournisseurs. Et en fonction de ces 5 forces, on agira pour modifier le fonctionnement stratégique de l'entreprise. Concrètement, que va-t-on regarder? Prenons le cas de la rivalité entre les concurrents du secteur. La lutte interne dans un secteur dépend du nombre d'acteurs en présence et de leur taille. En fait, plus ils sont nombreux, plus la concurrence est élevée. De même, les firmes de taille importante exercent une domination forte. Les coûts fixes sont prépondérants. Ça veut dire qu'il y a systématiquement une vulnérabilité face à un ralentissement conjoncturel, dû au fait que les charges de structure sont lourdes. Pour subsister, il y aura sans doute de violentes guerres de prix. Pensez à des investissements technologiques très élevés. Les offres sont peu différenciées. Ça signifie qu'il risque d'avoir des rivalités sur les offres. Et puis, il y a de fortes barrières à la sortie. Comme les investissements ont été considérables, les compétiteurs ne peuvent pas sortir du marché. Ils vont donc défendre chèrement leur peau. En ce qui concerne les nouveaux entrants, ça reste toujours une menace pour les entreprises en place, car ils risquent de s'accaparer un marché. Leurs actions pèsent sur l'équilibre des forces en présence, les conséquences peuvent être de nouvelles guerres de prix et les concurrents occupent le terrain et vont tenter d'ériger des barrières à l'entrée pour se prémunir de ces menaces. Il n'en demeure pas moins vrai qu'à côté de cela, les produits de substitution sont là. Ces produits innovants apportent une valeur ajoutée par rapport aux autres compétiteurs. De ce fait, ils risquent d'éliminer purement et simplement certains compétiteurs. D'où l'intérêt de mettre en place un système d'intelligence économique, intelligence marketing, pour prévenir et investir en permanence dans l'innovation. Dans certains cas, les clients peuvent poser des difficultés. La concentration des clients crée des situations de dépendance pesant sur la rentabilité des entreprises.
Cette dépendance octroie un pouvoir de négociation à ses clients. Et enfin, un fournisseur qui détient l'unicité d'une source d'approvisionnement possède un fort pouvoir de domination sur ses clients, car il est incontournable. Ensuite, il peut négocier généralement très largement, tant sur le plan juridique, financier que commercial. Développée par l'équipe de consultants d'Arthur D. Little, cette matrice va plus loin que l'approche de Porter. Elle se focalise sur les phases de développement d'un marché. Elle met ces éléments en conjonction avec la position concurrentielle de l'entreprise dans chacun des secteurs marchés considérés. La matrice utilise 8 indicateurs pour déterminer la position de l'entreprise au niveau de croissance du marché. On va ainsi utiliser le taux de croissance du marché, le potentiel d'entreprise, la gamme de produits, le niveau de concurrence, la stabilité des parts de marché, le modèle d'achat, la facilité d'entrée, le niveau technologique, ce qui permettra de savoir où se situe l'entreprise. L'objectif est donc bien d'analyser sa position concurrentielle dans chacun des secteurs marchés considérés, en fonction du développement de ce marché. Cette utilisation stratégique repose sur le fait que l'entreprise passe par différentes étapes de développement de sa position concurrentielle au sein d'un marché en mutation. Cette matrice reste quand même d'un apport limité car la définition de stratégie ne peut se limiter à l'analyse de deux variables comme la position concurrentielle et le niveau de maturité du marché considéré. Cependant, elle permet de voir si l'entreprise se concentre trop sur ses activités dans les secteurs ou des segments vieillissants en oubliant d'augmenter sa présence dans des marchés et des secteurs porteurs d'avenir. Reste à planifier les activités. Pour planifier les activités, on utilise généralement la matrice développée par Igor Ansoff. L'ensemble de ces activités conditionne le chiffre d'affaires. L'entreprise qui veut accroître celui-ci va se fixer un objectif de chiffre d'affaires élevé. Pour ça, elle peut développer deux stratégies. Soit développer ce qu'on appelle la croissance intensive, c'est-à-dire utiliser les opportunités offertes par l'activité actuelle de l'entreprise, les produits ou les marchés existants, soit se diversifier, c'est-à-dire se développer sur de nouveaux marchés, se développer dans de nouvelles activités, élargir le champ de l'entreprise. Pour ce faire, l'outil pour évaluer ce que fait l'entreprise s'appelle la matrice d'Ansoff. La matrice d'Ansoff existe en deux versions. La première version va analyser les marchés actuels, les nouveaux marchés, les produits actuels et les nouveaux produits. L'objectif, c'est de positionner les différentes stratégies de croissance intensive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons le cas d'un produit actuel sur un marché actuel. Comment peut-on augmenter la croissance? On peut augmenter le niveau d'achat d'un client. Par exemple, plutôt que de continuer à servir la boisson dans un contenant de 25 centilitres, on va passer en 33 centilitres. On peut détourner les consommateurs des concurrents, on peut convaincre les consommateurs potentiels. S'il s'agit de nouveaux produits, on agira de manière différente. Je vous invite à regarder le tableau repris sur la dia. L'idée, c'est d'identifier la stratégie à développer en pénétration de marché, en extension de marché, en développement de produits, en diversification. Le choix s'effectue sur base des options retenues par le producteur et les possibilités locales de chaque distributeur. Évidemment, une combinaison est possible. C'est pour ça que je vous invite à regarder ici le schéma consacré au marché du bio. Mais qu'est-ce que l'on voit? On peut lancer de nouveaux produits. Alors, qu'est-ce qu'on peut lancer de nouveaux produits sur un nouveau marché? Par exemple, des pâtisseries biologiques. Lancer des nouveaux produits sur le marché actuel, c'est lancer par exemple une gamme de repas tout préparés avec des fruits et des légumes bio. Lancer un produit actuel sur un nouveau marché, c'est cibler les enfants en proposant un emballage, une communication adaptée par exemple. Cette logique de la matrice d'Ansoff, on peut l'étendre en rajoutant non seulement les produits actuels, les produits nouveaux, mais les produits connexes.
ce qui permet de développer d'une autre manière un intermédiaire entre les produits actuels et les nouveaux produits, entre les marchés actuels et les marchés nouveaux, ce qu'on appelle les marchés dérivés. De nouveau, le but, c'est d'analyser une stratégie de croissance par diversification, et là on distinguera la diversification par intégration, la diversification par développement d'activité, et l'entreprise décide de proposer de nouveaux produits sur de nouveaux marchés. Elle va utiliser l'intégration des fournisseurs, des distributeurs et des clients ou le développement d'activités complémentaires. Évidemment, pour être efficace, l'entreprise doit bien connaître ses forces et ses faiblesses. La matrice SWOT est sans doute la matrice stratégie la plus connue qui sert à mesurer les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. On va donc analyser l'environnement interne et externe de l'entreprise. L'environnement interne, on va préciser les forces et les faiblesses, de manière à vérifier sa capacité à atteindre les objectifs. Et l'environnement externe, on va définir les niveaux de menaces et d'opportunités. L'idée, c'est de travailler avec la matrice SWOT en tant que telle. Rappelons cependant que la matrice SWOT, il est nécessaire d'éclater chaque élément de la matrice SWOT en importance, élevée, moyenne, faible, et en force et faiblesse majeure et mineure. Pourquoi? Une force majeure ou une faiblesse majeure, c'est quelque chose qui est important pour l'entreprise et qui est quasi propre à l'entreprise seule. Une force mineure ou une faiblesse mineure, c'est quelque chose que toutes les entreprises ou de nombreuses entreprises d'un secteur disposent. Pour ça, on va mesurer en termes de marketing la notoriété, la réputation, la part de marché, la qualité des produits, des services, l'attractivité des prix, l'efficacité de la distribution, de la force de vente, les promotions, la capacité d'innovation et la couverture géographique. Et puis, on va analyser les finances, le coût du capital, la disponibilité des fonds, le cash flow, la stabilité financière. On va continuer avec la production, l'outil de production, les économies d'échelle, la capacité de production, qualification de la main-d'œuvre, respect des délais, savoir-faire technique. Et enfin, on va travailler sur les ressources humaines, capacité de leadership, capacité de gestion, esprit d'entreprise, capacité de réaction. Quoi qu'il en soit, l'idée est d'adopter une stratégie différente suivant qu'on se situe en situation de menace élevée ou faible et d'opportunité élevée ou faible. Évidemment, l'idéal, c'est de ne pas avoir de menace, qu'elle soit faible, et d'avoir des opportunités élevées. Mais à chaque fois, la stratégie à adopter sera différente. Je vous invite à consulter le tableau. Enfin, le but, quelle que soit la stratégie définie à travers ces outils, c'est de tester sa stratégie. Toute stratégie doit faire l'objet d'une évaluation. Le principe, c'est la réussite n'est possible qu'en conjuguant la recherche de nouveaux clients et la fidélisation de clients actuels. Se limiter à ne poursuivre qu'une seule de ces deux stratégies va conduire à l'échec partiel et c'est la raison pour laquelle on utilise une grille de mesure de l'efficacité du plan marketing. Celle-ci se traduit par deux axes importants. Un axe horizontal qui va mesurer la fidélisation de la clientèle, est-elle stable, est-elle en baisse, est-elle en hausse, et l'attractivité des nouveaux clients, l'attirance de nouveaux clients en baisse, moyenne ou en hausse. La solution consiste à la fois à fidéliser et attirer de nouveaux clients. Ça, c'est ce qu'on appelle la réussite. Les ventes et les bénéfices augmentent et atteignent le seuil maximal. Par contre, ne tout miser sur la fidélisation de la clientèle sera un échec partiel. Pourquoi? On aura une baisse, un ralentissement des ventes des clients. Même chose si on ne mise tout que sur l'attirance de nouveaux clients. Et l'échec total, ça sera à la fois une baisse des clients, car les clients vont chez le concurrent et on n'attire pas de nouveaux clients. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus, vous connaissez le refrain maintenant, n'hésitez pas à vous référer à la documentation. Excellente journée.